Tech éthique ou tech en toc, voilà, tous engagés vers une innovation responsable, hein. C'est au cœur évidemment de cette rencontre ici même sur le stand du MEDEF pour cette première journée de Viva Technologie dans le cadre de cette REFNUM exceptionnelle, décentralisée, tous engagés pour une innovation responsable, sans oublier évidemment les hommes et les femmes qui vont accompagner le mouvement, bien sûr. Oui, quel avenir à l'heure l'avenir du travail, à l'heure du digital, justement. Comment chercher les talents du numérique? On en parlait il y a quelques secondes avec cet associé donc, du Boston Consulting Group. Hein. Est-ce que la tech renforce l'économie de la connaissance? Débat en deux temps. On va reparler de toutes les nouvelles tendances dans l'entreprise, parce que qu'est-ce que ça va vite en ce moment quand on parle de télétravail, de plateformes également, la vie de bureau, le coworking, le recours à des freelances. Quelles compétences sont attendues dans les métiers du numérique, bien sûr, quels sont les enjeux? Avec nous, Françoise Farag, bonjour. Bonjour. Françoise Farag, qui est avec nous, administrative de Numéum et présidente de la commission Inclusion. Inclusion, voilà. Tout à fait. Isabelle Rouen, bonjour. Bonjour Fabrice. Observatoire des métiers du futur. Hein. C'est quoi l'Observatoire des métiers du futur, Isabelle? L'Observatoire des métiers du futur, c'est une association, c'est un think tank, on est une quinzaine de personnes et notre objectif, c'est d'impacter positivement les entreprises et les pouvoirs publics sur ces sujets de transformation des métiers. Et s'il y a un seul mot à retenir de tout ça, c'est positivement. Positivement, ça se voit d'ailleurs à votre visage, vous êtes radieuse, vous êtes souriante, ça tombe très très bien. L'Observatoire des métiers du futur, c'est une association qui a 3 ans. Vous-même, vous êtes à la tête d'un cabinet de recrutement. C'est dire si vous connaissez bien le sujet. Le télétravail, le coworking, les plateformes, tout ça. Qu'est-ce que ça a changé exactement ? Ce que ça change exactement, c'est que ça va aujourd'hui beaucoup plus vite que précédemment. On va avoir en moyenne entre 6 et 9 métiers dans notre vie. 6, c'est un chiffre qui sort d'Harvard, un chercheur qui s'appelle Bob Keegan. Il dit même d'ailleurs 6,5, mais comme je ne sais pas ce que c'est qu'un demi-métier, on va arrondir à 6. Et 9, c'est un chiffre qui sort du World Economic Forum. La vérité, elle est sûrement entre les deux, mais ça veut dire que ça oblige à se former en permanence et que l'accélération, elle est réelle. Oui, d'autant qu'on ne connaît pas encore tous les métiers qui vont arriver. Je discutais l'autre jour avec Nicolas Hazard à la tête d'INCO, qui est un fonds éthique. Il a sorti un livre. On ne connaît pas, en 2030, 90% des métiers. Considérable, hein? C'est considérable. C'est un chiffre qui vient de l'Institut du Futur, qui est un think tank californien qui est financé par Dell, qui dit qu'en fait, dans 85% des cas, quand vous êtes étudiant, aujourd'hui, on ne sait pas le métier que vous allez effectuer en 2030. Ce qui pose des vraies questions et des vrais défis. Françoise Farag. Oui. Quand on est administratrice de Numéum comme vous, c'est un petit peu le tournis quand même, hein, de voir comme ça ces nouveaux métiers qu'on ne connaît pas encore, les métiers en nombre qu'on va faire dans une vie, ces besoins de formation. Alors ces besoins de formation, effectivement, ils sont importants. Et comme il a été dit plus tôt, nous pouvons ajouter là-dessus un petit peu de manque de diversité dans nos métiers. Puisqu'on est sur les métiers techniques, on est à 17% de femmes, 28% quand on inclut les fonctions support. Donc vous voyez qu'on peut renforcer le recrutement et faire largement mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est un de nos enjeux. Enfin, 17% de femmes sur seulement. les métiers techniques. Hein, métiers techniques, voilà. 28% sur le support. Et comment vous expliquez ce gap, Françoise? C'est très facile, hein. C'est les problématiques de diversité, il faut les prendre à la base. Et nous avons de nombreuses actions au sein de Numéum pour essayer d'attirer les talents dès les classes de 4e, 3e, pour ouvrir aux jeunes les fenêtres sur ces métiers qu'ils ne connaissent pas. Qu'est-ce que vous leur racontez, par exemple, à ces jeunes filles qui sont en 4e pour dire « Viens dans nos filières, viens, tu vas faire un super métier » ou plusieurs métiers d'ailleurs, super métier. On leur fait découvrir nos métiers en les invitant dans nos entreprises, en les faisant rencontrer des jeunes alternants, en les faisant plutôt des alternantes, hein, pour qu'elles aient des rôles modèles, et en leur montrant que ce n'est pas seulement pour les garçons, nos métiers, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être de l'informatique utile et donner du sens aussi à leur métier, parce que les jeunes sont aussi à la recherche de sens. Je vais vous poser une question à vous deux, vous femmes. Qu'est-ce qu'elles ont le plus, les femmes, dans le numérique, que les garçons ont ou n'ont pas? Mais c'est la diversité qui fait la richesse de nos métiers. Il ne faut pas que des femmes, il ne faut pas que des hommes. Les hommes, Isabelle.
C'est la diversité qui fait la richesse de nos métiers, c'est la diversité qui fait la performance. Moi, j'aime bien aborder ces questions de diversité sous l'angle de la performance. Il y a une étude qui est sortie, faite par McKinsey, il y a quelques années, sur 12 pays et sur 1000 entreprises, qui aborde les 5 types de diversité. Le genre dont on vient de parler, mais également les générations, le handicap, l'orientation sexuelle et l'origine sociale et culturelle. Et ce qu'on voit, c'est que dans le numérique, mais pas que, quand vous avez une entreprise qui est à parité, vous avez une surperformance de 5%. Quand vous avez une entreprise qui réunit les 5 types de diversité, vous avez une surperformance de 15%. Et inversement, dans le dernier quartile, vous avez une sous-performance de 27%. Donc c'est important en termes d'orientation, c'est important aussi en termes de performance des entreprises, parce que c'est vraiment là que ça se joue. Et le deuxième défi, c'est qu'aujourd'hui, sur les métiers du numérique, on disait tout à l'heure qu'il manque chaque année 10 000 ingénieurs diplômés en France, mais surtout il y a 80 000 postes. Du BCG qui nous le disait, enfin le chiffre m'a paru hallucinant. Et le chiffre est dingue, et c'est d'autant plus dingue qu'aujourd'hui, on a 80 000 postes chaque année non pourvus dans le secteur du numérique du fait d'un déficit de compétences. C'est le secteur qui recrute le plus en France. Donc si on plafonne à 28% de femmes et si on plafonne à un âge médian qui est de 31 ans, là où la population active est de 41 ans, on va vite avoir un vrai sujet d'inclusion et un vrai problème. Le Covid, à votre avis, a tout accéléré avec notamment le recours au télétravail, nécessairement, ces nouvelles formes de travail, je disais, donc ces plateformes, ce recours au freelancing, le fait que on utilise de plus en plus finalement d'outils numériques, hein, quelque part. Françoise, Isabelle, l'un ou l'autre, l'une ou l'autre? Enfin, les deux. Les deux, allez-y, Françoise. Non, mais on a gagné 10 ans, je pense, avec... mais c'est un peu triste de dire ça, mais le Covid nous a fait gagner énormément de temps. Mais évidemment, on ne va pas se réjouir des 100 000 morts en France, c'est pas la question, vous avez raison. Mais ça a fait tomber des freins. Et ça permet aujourd'hui d'ouvrir beaucoup les recrutements. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question de dire je vais recruter quelqu'un qui est à l'autre bout de la France. Parce que à partir du moment où une des valeurs cardinales de l'entreprise, c'est la confiance dans les collaborateurs, on peut bien avoir quelqu'un qui va être loin de l'entreprise. Et l'enjeu à ce moment-là, ça va être autre chose. Ça va être de créer le lien avec l'entreprise, de le garder, d'acculturer le nouveau collaborateur. Et ça, c'est notre mission principale. Isabelle, franchement, ce que dit Françoise Farag est tellement juste. Comment recréer une appartenance à l'entreprise quand les collaborateurs sont à 500 km de nous et qu'on les voit une fois par mois, quoi. C'est vrai que c'est pas évident et c'est un vrai défi. Vous avez aujourd'hui beaucoup de start-up et de scale-up qui sont à demander un jour de présentiel par mois, voire pour PayFit, un jour de présentiel par trimestre. Donc c'est vrai qu'il y a des sujets après pour arriver à avoir l'acculturation, le onboarding et l'adhésion au projet de l'entreprise. Ce qu'on voit aussi beaucoup depuis le Covid, c'est de la décentralisation, c'est-à-dire des campus numériques qui s'ouvrent partout en France. Back Market s'est posé à Bordeaux, Doctolib s'est posé à Nantes, OnePoint vient d'ouvrir un très gros campus à Bordeaux. Donc on voit en fait que là où on avait des choses quand même très centralisées sur Paris, aujourd'hui, parce que, et c'est pas que du fait du Covid, c'est parce que le marché est très 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 tendu, du coup ça permet de réouvrir le jeu et ça c'est intéressant. Toi, il est à Montpellier, Exotech est à Roubaix, enfin voilà, donc c'est vrai que maintenant il n'y a plus de centralisation parisienne, francilienne, bien sûr, où tout se faisait là. Comment on explique l'engouement pour les nouvelles formes de travail, vous qui avez dirigé un cabinet de recrutement, Isabelle? Cet engouement, je pense qu'il vient du fait déjà que c'est un marché de candidats aujourd'hui. Donc il y a 1 million de postes qui ne trouvent pas preneur en France au-delà des 80 000 dans l'économie numérique. Donc il y a effectivement un engouement pour nouvelles formes de travail, pour plus de souplesse, pour un meilleur équilibre vie pro, vie perso, qui est plus fort qu'avant parce que la culture change. Qu'est-ce qui va rester de la vie de bureau? La convivialité, les collaborateurs. Non, mais ça nous amène à repenser totalement nos bureaux. Donc beaucoup d'entreprises réduisent leur surface de bureau, mais également repensent l'organisation des bureaux. On ne va pas aller au bureau pour se mettre derrière son bureau physique. On va aller au bureau pour avoir des échanges avec ses collègues, pour pouvoir faire de la créativité dans des ateliers de brainstorming, pour pouvoir échanger. Parce que c'est ça qui manque quand on est loin les uns des autres. On se voit au travers des visios, mais c'est quand même pas pareil que d'aller échanger autour de la machine à café. Et c'est ça qu'il faut qu'on recrée au niveau des entreprises. Voilà, repenser l'organisation des bureaux. Isabelle, repenser aussi l'organisation du matériel qu'on va donner aux collaborateurs
l'usage qu'ils vont en faire, leur acceptabilité aussi. Enfin, c'est tout ça, c'est plein de questions en même temps. Hein. Il y a toutes ces règles numériques. Alors, je vous rejoins tout à fait, Françoise, que le bureau devient un lieu de co-création. Les collaborateurs sont de plus en plus nomades et aussi entre ce qu'on voit se dessiner aujourd'hui, c'est du 3 jours, 2 jours. Hein. La tendance de fond qui se dessine, c'est ça, c'est 2 jours de distanciel, 3 jours de présentiel. Et effectivement, dans ces jours de distanciel, on peut bosser de n'importe où pour peu qu'on soit connecté. Donc c'est vrai que ça change, ça demande des règles justement de à quel moment on se déconnecte. Est-ce que le petit WhatsApp du dimanche, il a sa place, il n'a pas sa place? Donc c'est vrai que c'est des enjeux qui sont importants parce que c'est des enjeux aussi de bonne éducation en fait. Quelles vont être les nouvelles règles pour pouvoir s'épanouir dans ce monde hybride et qu'on arrive à faire la frontière un peu détox entre un boulot très connecté et les moments où on est entre soi, entre amis ou en famille. Tout ça confère, on sent une agilité nécessairement et une agilité qui est aussi vecteur de performance et grâce au numérique, notamment Françoise Farag, Isabelle Rouen. Alors nous, on a mesuré au niveau de mon entreprise, les gains de productivité, c'est considérable. Hein. C'est quoi votre entreprise? Vous pouvez la citer? Donc la société s'appelle Salvia Développement. Oui. Et on est éditeur de logiciels pour les B2B, pour les métiers de l'immobilier public et privé. Et on a fait des gains de productivité d'à peu près 30%. Et beaucoup de collaborateurs, notamment en région parisienne, c'est vrai, ils ont converti leur temps de transport en temps de travail. Et on a aussi des gens qui ont déménagé en région sur une population, c'est à peu près 10% de nos collaborateurs qui ont déménagé sur une population de 156 salariés. Isabelle? Je suis très bon les chiffres de Blablacar, qui est une entreprise dont je suis partenaire. Eux, ils partaient de 0 à 5% de travailleurs en remote avant le Covid. Aujourd'hui, ils sont à 25%, entre justement les gens qui ont déménagé, les gens qui souhaitent travailler de chez eux. Donc c'est un changement considérable. Moins de mètres carrés, des nouveaux bureaux, un nouveau site pour réattirer des gens, plus central. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui déménagent pour avoir une adresse plus attractive, des locaux plus petits, mais où on vient vraiment collaborer ensemble. C'est un bon boom pour l'immobilier, j'imagine, pour l'immobilier de bureau. C'est une révolution, oui, pour l'immobilier de bureau. C'est le management aussi qui est totalement transformé, parce qu'avant, le manager, il devait voir ses collaborateurs. Voilà, on se voyait, machin, il y avait même à la limite un pointage. Je ne sais pas si je peux utiliser ce terme-là. Maintenant, force est de constater qu'il faut faire confiance quelque part. Il y a une tâche qui est faite, qui doit être faite. Qu'elle soit faite à 15h, un samedi dans la nuit ou un dimanche matin tôt, c'est pareil. Ça change parce que d'une part, les managers doivent manager par les objectifs et non plus par le temps passé, ce qui est un vrai changement culturel en France. Et ça change surtout pour les niveaux de management intermédiaires. C'est-à-dire que les collaborateurs sont devenus beaucoup plus autonomes. La gouvernance, elle tient bien la route, mais c'est vrai que les managers intermédiaires ont pour certains eu pas mal de mal à se repositionner et à retrouver une légitimité. Allez, encore un petit mot, Françoise, et puis on se dit au revoir. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à inventer pour l'avenir de nos métiers et pour le recrutement réussi. Convaincre les filles et les femmes de venir dans vos filières. Mais aussi les populations sous-représentées, avoir une meilleure inclusion. C'est pas par hasard que Numéum a créé cette commission. C'est parce que on a des sujets sur l'inclusion des. On est en tension. Par exemple, vous allez recruter, par exemple, dans les quartiers dits sensibles. Moi, je suis installée en Seine-Saint-Denis, vous savez, donc. Super. Donc vous recrutez local. Oui, tout à fait. Et vous trouvez, il n'y a pas de souci. Et on trouve. Génial. Oui, tout à fait. Bon. Et donc il faut casser les codes aussi, comme souvent. Voilà. Merci à toutes les deux, c'était passionnant. Merci. On les applaudit très très fort. Françoise Farag, administrative de Numéum, Isabelle Rouen, observatoire des métiers du futur. On va continuer, autre volet autour des talents du numérique. Où les trouver? On revient vite, à tout de suite.